80 minutes. 80 minutes. 80 minutes pour gagner mon premier grand chelem. Pas de pression. Pas de pression. Merde, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr qu'il y a de la pression. Si j'ai pas de pression, je fais des vieux matchs. Je la ressens cette pression et je l'accepte. On la connaît tous, cette pression positive. Comme on nous l'a expliqué, c'est grâce à elle que j'optimise ma capacité de concentration. Celle qui, quand je vais la relâcher au coup d'envoi, va faire que je serai précis, chirurgical, tranchant, violent, déchaîné, mais également serein, calme, paisible, sûr de moi. Je connais ça, cette ambiance des grands rendez-vous. Dans le vestiaire, on la sent, cette concentration collective, cette sérénité collective qui émane de mes partenaires. Je l'ai déjà vécu. On l'a déjà vécu, mes frères aussi, on connaît ça. On a été champion du monde des moins de 20 ans. On a gagné le Brennus, la Coupe d'Europe. Et ceux qui ne l'ont pas vécu s'imprègnent de notre confiance. Il ne peut rien nous arriver. Chacun son rôle, chacun sa tâche, ses missions, chacun a eu son briefing du staff. Et quel travail du staff, ils ont tout étudié. L'épaule faible des défenseurs, les appuis préférentiels des joueurs, les touches, les lancements de jeu. Il n'y a pas de place au hasard dans ce genre de match, je le sais. Concentration, on a tout étudié, on est prêt. Sur les coups d'envoi, on sait qu'ils vont tenter de contester les ballons. Ils sont quand même doués dans ce domaine sur le tournoi. Ah bah non, ils ont choisi d'occuper le terrain, le staff nous a prévenus. S'ils cherchent à occuper le terrain et ouvrir l'angle pour mon jeu au pied, je tape le plus loin possible mais je ne cherche pas à sortir le ballon aux tribunes. On leur laisse la possibilité de contre-attaquer ou de jouer rapidement, on va les oppresser et leur faire mal en défense. Bien vu de leur part. Ils nous l'ont dit dans le vestiaire, les Anglais vont s'adapter à la mi-temps et jouer les contests aériens. Ils sont obligés. Sur les coups d'envoi en deuxième mi-temps, on en récupère 1 sur 2, ça aurait pu être pire. Ils sont quand même très forts dans les airs. Heureusement que Melvin est en pleine confiance après cette semaine de travail. Le préparateur mental a fait un gros travail avec lui. On le savait, sur leur coup d'envoi, s'ils sortent des 22 mètres et dans le jeu, ils vont vouloir jouer tous les contests aériens. Je comprends pas, c'est quand même risqué. Ils nous donnent des possessions dans les 40 mètres, mais tant mieux. Même dans leurs 22 mètres, maintenant, ils mettent des jeux au pied de pression. Ils ont craqué ou quoi? Melvin est en confiance, tant mieux, on va en avoir besoin. Oh la vache, j'aurais pas aimé le prendre celui-là. J'espère qu'il va se relever. Bon, au moins les Anglais vont jouer à 14. L'arbitre va sortir un rouge ou un jaune. C'est bon, Melvin se relève. Il aurait pu faire un peu la comédie quand même. Quoi, il n'y a pas de carton sur cet attentat? Comment je vais les faire manger? Il est quand même grand ce Stewart. Ils l'ont mis sur l'aile de Villiers et pas face à Penaud, ils annoncent la couleur. Il va être présent sous tous les duels aériens et on va se faire arroser. C'est bon, Gabin, il lâche jamais rien. Puis c'est quand même bon de partager le 3e rideau avec Romain. On se comprend bien, il est sécure. Sur tous les lancements de jeu, ils vont aller chercher Stewart sur l'aile. La stratégie, elle peut être bonne, mais encore faut-il avoir un disque à un pied. On a de la chance, Smith, c'est pas Ford. Et bim, celle-là, elle est pour moi. Le staff l'avait anticipé que Stewart allait venir me tester. De toute façon, je crois que toutes les équipes vont venir me tester. Engagement total. Oh, le con, il l'a eu. Heureusement que le staff a eu cette idée pour sécuriser les ballons hauts de mettre Romain en safety derrière moi. Si je perds le duel, il prendra une tamac derrière. Ça nous ajoute une sécurité. C'est quand même bien pensé de leur part. Bon, j'aurais bien aimé que Romain aille sur les duels aériens contre Stewart parce que qu'est-ce qu'il est grand. Mais faut le préserver, notre 10. On évite de l'envoyer au carton pour qu'il garde sa lucidité. On ne le sort pas du premier rideau pour l'envoyer au carton sur des duels aériens. Puis c'est mon job quand même. On le sait, on l'a vu, Smith il aime bien mettre ses jeux au pied rasant extérieur pied droit. Il va vouloir nous enfermer dans nos 22 mètres et envoyer la grande saucisse d'Itoji en contre. Il y a même un petit con sur YouTube qui a fait une vidéo là-dessus, alors si Smith s'imagine qu'il va nous balader au pied, il se trompe. Ils nous refont un lancement de jeu avec le même placement que tout à l'heure. Si ça joue dans le dos, je fais confiance à mes collègues pour contrôler, comme ça je verrouille un peu plus longtemps le R3. J'attends. J'ai assez attendu, tant pis je monte. Heureusement qu'il tape la balle comme une vieille chaussette, car s'il la tape plus fort, on l'a dans l'os, on se fait enfermer à 5 mètres de notre ligne. Gabin, il est un peu en retard sur celle-là. Fiouf, on est en train de prendre une pression. Mais pour l'instant, ça tient. On le savait que ça allait être dur. Gardez la concentration, les Anglais n'avancent pas. 30 mètres de notre embut, ils pensent toujours qu'on a un seul joueur en 3e rideau. Il se plante, Smith est bloqué. C'est sûr qu'il va pousser au pied. Allez Romain, tu l'as celle-là. Et bim, c'est cadeau. Le coach nous a dit de rester vigilant tant que le 9 n'a pas monté son jeu au pied dans la boîte. Il aime bien donner de fausses informations. Cette situation, elle me rappelle celle contre les Italiens. Merci Smith pour ce cadeau, bienvenue dans la cour des grands. Tu es prévisible quand tu pars en sprint pour te replacer. J'espère que Melvin va l'avoir. Quel timing! Quand je pense qu'une partie de la presse et du public doutait de lui, c'est vrai que c'est pas le plus grand des arrières, mais je crois qu'ils n'ont pas conscience de ses qualités qu'il a et de ce qu'il apporte au groupe. Il compense sa taille sous les ballons hauts par une très bonne détente, une anticipation et une lecture des trajectoires très bonne. Et puis en attaque, j'aime bien sa capacité à se décaler sur les temps de passe. Il y a peu de joueurs qui maîtrisent cela. C'est un des meilleurs pour ça. Aux entraînements, il est vraiment très fort. On le répète souvent à l'entraînement et là, il le réussit à merveille.
Se décaler sur les temps de passe, ça veut dire que pendant le temps de suspension du ballon, on est capable de changer de couloir pour attaquer l'intervalle d'après. C'est quelque chose qui est très très difficile parce que ça demande de la coordination et ça demande énormément de travail pour calibrer la passe et le fait de se décaler en même temps. Il faut que les joueurs se connaissent et Jaminet, en fait, c'est facile de bosser avec lui parce qu'il a cette capacité d'apprentissage rapide et de lecture de trajectoire. Et sur cette action, c'est juste magnifique quand on a un collègue comme Gabin Villière qui te fait une feinte de passe comme au toucher, comme s'il allait donner la balle, qu'il la reprend et qu'il la remet derrière le défenseur. Ça fait plaisir de jouer avec des mecs comme ça, qui prennent du plaisir et qui sont bons dans ce qu'ils font, qui sont en réussite. Et au-delà des résultats, ce qui est passionnant, c'est que nous, on prend du plaisir sur le terrain et on en donne au plus au public. On sent que le public, il est derrière nous et qu'il est avec nous. Il n'y a pas de plus beau plaisir que d'allier la victoire avec le plaisir du jeu et le fait de donner du plaisir au public. Un des dangers pour moi sur ce match, c'était Smith et la capacité qu'on allait avoir à le cadenasser. Il y en a beaucoup qui disent que Smith, c'est pas un danger, qu'il fait trop d'appui, etc. Pour moi, c'est un très bon joueur. Et on s'aperçoit que sur le match, il a eu très peu de ballons à jouer et surtout, il a déclenché que 2 duels sur la totalité du match. Le premier duel qui va déclencher, c'est après un jeu au pied dans la boîte et une contre-attaque du 3e rideau. Et on s'aperçoit à ce moment-là quand même que sur l'analyse du rapport qualitatif, le fait d'opposer un rapide à un lent, il est plutôt très fort. La défense française est venue pour défendre après le jeu au pied dans la boîte, ils sont en sous-nombre. Et quand c'est comme ça, généralement, tu te défends en essayant de contrôler ou en lâche, tu acceptes de perdre du terrain pour pouvoir contrôler l'attaque et tu sais que tu vas les rattraper un petit peu plus loin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le regard de Smith, il analyse en fait face à qui il se trouve face à Woki et Danty. Il sait que sur les appuis et la vitesse, il va pouvoir le faire et il fait son petit pas de loi pour déborder et attaquer un intervalle. Et ce qui est quand même impressionnant, c'est que Woki, c'est un mec, il cavale, il a une vitesse de déplacement importante et pourtant il se fait déposer là-dessus. Et on peut admirer en fait là-dessus la défense de Danty qui lui part déjà en contrôle, qui accepte de perdre du terrain et qui du coup va rattraper le break qu'il y aura. Et le deuxième duel qu'il joue, il se retrouve avec un ballon et il décide d'attaquer la ligne d'avantage et il gagne plus ou moins son duel, mais Woki le prend. Et donc la question c'était comment est-ce qu'on allait défendre sur ces fameux blocs 10 quand il y a la passe en pivot. La défense cherche généralement à monter, gagner du terrain et si on monte trop rapidement, Smith on lui laisse la possibilité de s'engager dans une brèche. Ils ont réussi à mettre en place en fait un système efficace pour couper la montée, c'est-à-dire qu'ils montaient dans un premier temps, ils attendaient de voir ce que le porteur de balle allait décider, est-ce que le porteur de balle allait jouer en pivot ou non, ils bloquaient leurs appuis en passant en fréquence quand le porteur de balle se rapprochait d'eux, pour savoir si le porteur de balle allait déclencher son duel, et dans ce cas on a gagné un petit peu de terrain mais on s'arrête, et s'il joue en pivot, on est en fréquence pour pouvoir décaler la ligne. Et ça c'est ce qui s'est passé sur tout le match, c'est pour ça que Smith a eu très peu d'intervalles. On le voit dans celle-là où le porteur de balle se rapproche de la ligne d'avantage, les Français ont gagné du terrain et on voit que là, ils bloquent leurs appuis, et ils attendent de voir parce qu'il va y avoir une passe supplémentaire, et du coup ils passent en fréquence pour pouvoir se décaler. Et ça, pour moi, ça a été une des spécificités de la défense française sur ce match que j'ai trouvé très bonne, qui gagne du terrain et qui en fait derrière est prête à s'arrêter, arrêter de gagner du terrain pour pouvoir voir ce que le porteur de balle va faire. Et le gros avantage, c'est que du coup, si le porteur de balle joue en pivot, ça ne laisse pas de place à Smith pour attaquer un intervalle puisque la défense a arrêté de monter et a décalé en fait sa ligne défensive. Et je pense que les Anglais ont été perturbés par ce système défensif où en fait on s'arrêtait de monter pour pouvoir décaler en fait le vis-à-vis de chacun, essayer de combler le surnombre. Et la seule fois où il y a eu un déséquilibre, c'est après cette chandelle où Stewart récupère le ballon. Il s'organise avec un bloc 10. Alors il y a une première relance de jeu. Pendant ce temps, il s'organise pour attaquer. Et là, il s'organise avec ce bloc 10. Ils ont Smith dans le dos. Là, le décalage pour moi est créé. Et donc du coup, s'ils viennent jouer en pivot, là, Smith va avoir de l'espace pour pouvoir attaquer l'intervalle et pour pouvoir forcer c'est Antonio, je crois, à resserrer si le Français n'arrive pas à venir combler les brèches. Et surtout, il y a le décalage qui est créé. Et là, c'est une erreur de lecture qu'ils font. C'est-à-dire que les Anglais, là-dessus, ils jouent très très mal le coup. Ils ont eu cette opportunité, mais rarement dans le match. Ils l'ont eu qu'une fois, pour moi, où ils peuvent jouer en pivot et avoir un pivot utile. Et ils ne le font pas. Et alors ça, c'est une autre spécificité que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas dans le système de redistribution des Français en défense. Mais je pense que c'est le cas. C'est qu'on se retrouvait toujours, ils essayaient toujours de se retrouver avec un profil rapide à l'extérieur, de manière à ce que si ça joue en pivot et qu'il faut contrôler Smith, on se retrouve avec un profil plutôt troisième ligne pour le contrôler.
Donc dans ce cas-là, on se retrouve avec Aldrit qui est positionné ici et qui va attendre. On voit que le jeu en pivot est effectué. Et donc du coup, c'est là où Aldrit, en plus du coup, ça lui permet de contrôler. Et c'est lui derrière qui va au contest du ballon et qui récupère le ballon sur ce franchissement. Et sur cette séquence en pivot, on se retrouve toujours du coup avec Cross et Aldrit qui sont en train de défendre au centre du terrain et Jelonge qui lui va pouvoir venir défendre sur Smith. Et donc en permanence, on se retrouve avec ces troisième lignes qui ont déjà une activité très forte dans le jeu courant sur les contests, qui viennent contester des ballons dans les couloirs et surtout qui en fait ont enfermé Smith en permanence. Sur celle-là, ils utilisent le bloc 10 en pénétration et on s'aperçoit, même chose, on a Aldrit et Cross en fait qui sont en première ligne. Et qui sont prêts en fait à décaler si jamais ça joue en pivot, ils vont pouvoir décaler. Et donc en permanence, on se retrouve avec des profils rapides. Donc je pense qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, mais c'est des choses qui sont... J'ai pas pu analyser exactement comment ça se passe, la redistribution défensive des Français dans le jeu courant, mais je pense qu'il doit y avoir des zones préférentielles pour les joueurs. Et là, on s'aperçoit qu'il y a le jeu en pivot. Et même chose, on va se retrouver avec Aldrit et Cross au milieu du terrain et Jelonge toujours qui n'est pas loin. Et sur celle-là, en revanche, on n'a pas le temps de s'organiser. C'est pour ça que, parce que forcément, récupération d'un jeu au pied offensif dans les 22, c'est une situation d'urgence. On essaye de verrouiller les bords de roc en premier. Et là, en revanche, on va se retrouver avec Antonio sur les extérieurs. Je voudrais revenir sur la dernière vidéo dans laquelle j'ai fait une erreur. Je disais que le botteur, tous les joueurs qui étaient devant le botteur étaient hors jeu et devaient être remis en jeu à partir du moment où quelqu'un qui était derrière le botteur les dépasser pour les remettre en jeu. Il s'avère que s'ils sont en dehors de la zone des 10 mètres de la retombée du ballon, ils sont remis en jeu automatiquement à partir du moment où le porteur de balle fait une passe, ou le porteur de balle joue au pied, ou si le porteur de balle parcourt 5 mètres avec le ballon dans les mains. Alors ça, pour moi, c'est nouveau et je connaissais pas cette règle et pourtant je connais quand même pas mal de règles et du coup, il me vient un truc à l'esprit tout de suite, ça voudrait dire que potentiellement, sur un jeu au pied dans la boîte ou un jeu au pied comme ça de dégagement, on pourrait s'amuser à faire monter tous les joueurs hors jeu, s'arrêter sur la ligne des 40 mètres, attendre qu'il y ait une passe ou que le porteur de balle parcourt 5 mètres et ce qui permettrait d'oppresser le porteur du ballon et d'empêcher la contre-attaque. Et donc j'ai été un petit peu surpris de cette règle, mais il y a eu des commentaires qui me l'ont fait à juste titre remarquer, donc je me suis renseigné et c'est bien le cas. Une des raisons pour laquelle Smith n'a pas réussi tous ses coups de pied, on va s'intéresser notamment à cette montée défensive. Les Anglais n'arrivent pas à avancer, Smith se met dans l'axe pour monter une chandelle, ça c'est le jeu anglais, et ça s'appelle simplement inverser la pression. On sait que Smith est droitier, ce qui va être intéressant en fait, ça va être la course des deux Français qui vont monter à son extérieur, de manière en fait à lui forcer à ouvrir l'angle pour pouvoir taper plus loin. S'il ferme l'angle, il a plus de chances de se faire contrer, et du coup il monte une chandelle qui va être plus longue que ce qu'il aurait aimé taper pour que ses joueurs puissent aller contester le ballon. Voilà, c'était juste un petit tip, c'est ça que je voulais montrer. La seconde chose, c'est que je me suis intéressé depuis le début du tournoi au ballon de contre-attaque, en fait, au rôle des escortes et en fait comment pouvoir ouvrir des intervalles pour les joueurs qui amorcent la contre-attaque. Là, ce qui va être intéressant, en fait, c'est justement sur ces joueurs, c'est pas un joueur qui va ouvrir un couloir, mais c'est un joueur qui donne l'information. On voit Woki qui lève le bras pour indiquer en fait à son partenaire, à Jaminet, ok, c'est là où c'est bien de jouer. Et c'est quelque chose, en fait, c'est vraiment tout simple et très bête, mais en fait, c'est très efficace, tout simplement parce que le joueur qui réceptionne le ballon, il est focalisé sur son duel aérien, sur la pression défensive qu'il va prendre, et il n'a pas le temps de traiter toutes les informations qu'il y a, alors que le joueur qui se replace, il peut lui donner facilement des informations. Bon, la passe n'est pas super bien réussie, mais l'intention est là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement la même action sur l'essai des Italiens. On va voir l'Italien en fait qui va indiquer là où l'intervalle va s'ouvrir et qui lui va en revanche ouvrir une porte mais sans jamais changer son axe de course, ce qui fait qu'il n'est pas pénalisable. Et c'est des petites choses comme ça sur contre-attaque en fait qui sont ultra efficaces et je pense que tout le monde est capable de faire. On est en train de se replacer, en fait simplement prendre les informations de là où il va y avoir de l'espace pour donner ces informations à son partenaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de parler de la défense d'Antoine Dupont, sur Antoine Dupont, je vous demande de mettre un petit like, un petit commentaire et un petit partage parce que franchement c'est gratuit, ça fait de mal à personne et quand je vois le nombre de personnes qui regardent la vidéo, le taux de rétention d'audience, c'est-à-dire le temps que les gens passent à regarder la vidéo et le nombre de commentaires et de likes, je me dis oh les gars réagissez, en fait il y a du taf derrière, en fait c'est gratuit, je suis pas payé pour faire ça. Allez-y franchement, mettez un petit pouce en l'air. Et ensuite, je remercie aussi tous les contributeurs qui ont déjà souscrit à la chaîne, qui sont en train de s'afficher sur le côté.
Et en parlant de rejoindre la chaîne et de souscrire à la chaîne, ça me prend beaucoup de temps et donc du coup je commence à avoir beaucoup d'informations, beaucoup de données et beaucoup d'idées de vidéos. Et je vais commencer à publier du coup pour la communauté une à deux ou trois vidéos par mois. Donc si vous rejoignez la chaîne pour 2 € par mois, vous aurez accès à ces vidéos. Et on commence, là il y a déjà une première vidéo, il va y avoir la deuxième vidéo. Ça va être le plan d'Eddie Jones contre Antoine Dupont. Il y en a plein qui auraient bien aimé l'avoir gratuitement, mais désolé les gars, là moi je commence à y passer beaucoup de temps. Et donc du coup il y aura plus toutes les vidéos forcément gratuites. Mais si vous rejoignez la chaîne, 2 € c'est pas grand chose et vous inquiétez pas, vous les aurez. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire, le petit like et tchuss, on se revoit bientôt.